Bonjour Géraldine, Bonjour Diodé. bienvenue à Reiki Badalona et merci pour cette séance de méditation que nous avons passée ensemble. Un très grand plaisir de t'avoir dans le studio. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être ici. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un projet qui te tient à cœur énormément. Et l'idée, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir partager cette expérience avec probablement d'autres familles, d'autres personnes qui peut-être sont dans la même situation et de voir qu'il y a des solutions et qu'on peut toujours aller de l'avant. Donc si tu veux nous dire un petit peu ton background, ton projet. Alors brièvement, effectivement, donc je m'appelle Géraldine, j'ai 43 ans, je suis maman de 4 enfants, 16 ans, 13 ans, 9 ans et 6 ans. Et j'ai une petite fille, Chloé, qui a 9 ans et qui est en situation de handicap. Chloé est une petite fille atteinte d'une maladie génétique rare dont nous ne sommes pas porteurs. On appelle ça une mutation de novo. Et cette mutation génétique a provoqué chez elle une malformation du cervelet, qu'on appelle une hypoplasie pontocérébelleuse, pour le terme plus savant, qui malheureusement provoque chez elle un retard intellectuel, cognitif et moteur important. D'accord. Et quand est-ce que vous avez découvert que Chloé avait cette maladie? Alors la grossesse de Chloé s'est très bien déroulée. Elle était un petit bébé, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis c'est vrai que vers 6 mois, on a constaté un décalage des acquisitions. Surtout que Chloé étant mon 3e enfant, j'avais quand même un petit peu l'expérience des 2 aînés. Donc on a commencé toute une batterie d'examens. Et on a terminé par faire une IRM à l'âge de 14 mois. Et cette IRM donc, a montré sa malformation cérébrale. Donc c'est grâce à l'IRM que vous avez découvert. Tout à fait. La raison de son retard. Donc c'était quand même un parcours pour découvrir sa situation. Surtout qu'au départ, le premier médecin que j'ai consulté n'a pas voulu admettre que Chloé avait un retard des acquisitions. Pour lui, j'étais juste une maman trop stressée. Donc je lui ai gentiment fait comprendre que c'était quand même mon 3e enfant, que je n'étais absolument pas d'une nature stressée. J'ai changé de médecin qui m'a écoutée, qui a prescrit cette IRM et qui a effectivement révélé cette malformation cérébrale. Je suis désolée de l'entendre, c'est vrai que ça doit être assez frustrant. Les médecins, on a beaucoup de chance de les avoir et ils savent beaucoup de choses. Tout à fait. Mais il est vrai qu'en tant que maman, et en plus ayant eu 2 enfants auparavant, on le sait, on peut le sentir. Toujours écouter son feeling de maman, c'est très important. L'intuition est très importante. Ouais. Donc, quel est le challenge aujourd'hui pour Chloé? Alors le challenge, il est grand puisque lorsque nous avons découvert que Chloé était une enfant en situation de handicap, c'est quelque chose qui est difficile à vivre au moment de l'annonce. C'est quelque part faire d'une certaine façon le deuil entre guillemets d'un enfant valide. Il faut admettre que son enfant n'ira pas à l'école comme les autres enfants. C'est un enfant qui, surtout qu'à l'annonce du diagnostic, on nous avait dit qu'elle ne marcherait jamais, ce qui est le cas finalement aujourd'hui. Et donc voilà, c'est de se dire que sa vie va changer. Sa vie va changer. Et puis c'est aussi faire le triste constat qu'en France, malheureusement, il existe très peu de structures pour ces enfants-là. Alors le quotidien avec un enfant en situation de handicap, c'est déjà quelque chose qui vous touche dans votre chair, au plus profond de vous-même. Et de faire au-delà de cela le triste constat qu'en plus de cette douleur qu'on peut ressentir d'avoir un enfant en situation de handicap, d'avoir besoin d'aller chercher des solutions pour son enfant. Oui, c'est assez surprenant d'entendre que pour un pays comme la France, il n'y a pas de structure ou d'établissement, j'ai envie de dire, adapté pour une enfant comme Chloé. Tout à fait. Alors des établissements, il en existe. Je ne vais pas le nier. Il en existe, mais malheureusement, il y en a trop peu. Et trop peu de places sont proposées pour nos enfants.
Et puis ce sont des établissements qui vont stimuler les enfants de manière classique, dans lesquels les enfants vont recevoir des séances d'orthophonie, de kinésithérapie, etc. Et ce que je souhaite pour ma fille, au plus profond de moi-même, c'est qu'elle puisse acquérir le maximum d'autonomie pour son futur, pour elle, pour ses frères et sœurs, pour ses parents, pour qu'elle puisse avoir une vie la plus normale possible. Exactement. Voilà. Exactement. Une question, comment réagissent ses frères et sœurs par rapport à la condition de Chloé? Alors beaucoup de bienveillance. Je pense que pour les deux aînés, ça a été un petit peu dur au début. À l'annonce du diagnostic, ils avaient, je dirais, 8 et 5 ans. Très jeunes. Donc on leur expliquait simplement que leur petite sœur ne s'était pas développée comme eux, et qu'elle ne serait pas comme eux, mais qu'elle était là et qu'on allait l'aider. Et voilà, et quand mon fils joue avec sa petite sœur, je pense que ça vaut largement une séance de kinésithérapie, parce que voilà, il la fait rire, il la retourne dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment très actif. C'est très actif, et ils adorent leur petite sœur. Il y a beaucoup d'amour. Et quant à ma petite dernière, elle est née avec une grande sœur en situation de handicap, donc pour elle c'est vraiment quelque chose de naturel. Elle grandit avec une grande sœur handicapée. Et mes enfants voilà, sont toujours prêts à aider Chloé dès qu'ils perçoivent qu'elle peut être dans une difficulté X ou Y dans son quotidien. Il y a beaucoup d'entraide entre eux, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. Oui, une très belle fraternité, oui. Une très belle et c'est très important pour les enfants, la fratrie est très importante. Bien sûr, bien sûr. Donc, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui par rapport à la... Alors mon challenge que je me suis fixé il y a déjà quelques années, lorsque j'ai fait le triste constat qu'il existait peu de structures adaptées en France, deux choix se sont offerts à moi, où je plaçais Chloé dans un institut et puis je reprenais ma vie professionnelle, où je décidais de me renseigner sur ce qui se faisait à l'étranger, et puis après avoir fait le constat que ça n'existait pas en France, de créer une école pour ma fille. Donc c'est le choix que j'ai fait il y a environ 5 ans, en créant une association, en cherchant ce qui se faisait à l'étranger, et j'ai donc découvert cette méthode qui s'appelle la pédagogie conductive, qui est une méthode, hein, c'est pas, on ne parle pas de thérapie, de technique médicale, on est vraiment sur une méthode, une approche pour travailler entre guillemets avec ces enfants-là, qui est une méthode hongroise, inventée dans la fin des années 40 par un médecin, par un pédiatre. Donc c'est pas une méthode qui est très récente et qui est pratiquée dans le monde entier, dans beaucoup de pays européens, mais qui malheureusement n'est pas encore reconnue en France. C'est quand même assez surprenant. Mais bon, tu prends les devants et tu fais tout pour ouvrir une école utilisant cette méthode. Exactement. Quelle est ta prochaine étape par rapport à construire cette école? Parce que tu as commencé environ 5 ans. Donc, Voilà, donc en 2020, nous avons proposé nos premiers stages à Dijon, puisque nous sommes en Bourgogne, à Dijon. Nous avons proposé nos premiers stages en 2020. On a été malheureusement coupés par le Covid. Nous avons repris nos activités en janvier 2021 et depuis, nous proposons tous les 2 mois 2 semaines de stage pour des enfants en situation de handicap. Donc, que se passe-t-il exactement durant ces 2 semaines de stage? Alors, durant ces 2 semaines de stage, je fais venir une éducatrice spécialisée qui est formée à cette méthode, que je fais venir de l'étranger, puisqu'il n'existe pas de formation en France. D'accord. Pas encore. Donc, je fais venir on appelle ça une conductrice, puisque du nom de la méthode, pédagogie conductive, on appelle ça une conductrice. Donc, je fais venir une conductrice. J'organise des stages. Donc là, je travaille avec plus de 30 familles actuellement. Quand même. Voilà. À chaque stage, on reçoit environ entre 15 et 18 enfants. D'accord. Et la tranche d'âge de ces enfants? Entre 3 et 12 ans. D'accord. Alors, on a 2 adultes, mais qu'on prend en session individuelle, parce qu'évidemment, on ne peut pas les accueillir en session de groupe avec des enfants en bas âge. Mais au niveau des enfants, on va de 3 à 12 ans. Voilà, donc nous fonctionnons sous forme de stage. Évidemment, le but de notre projet serait de pouvoir ouvrir une école de façon pérenne. Nous voudrions pouvoir scolariser nos enfants sur un rythme scolaire classique, à savoir du mois de septembre jusqu'au mois de juillet,
Pour cela, nous avons besoin de financement que pour l'instant nous n'avons pas. Donc comment sont financés pour le moment les stages que tu proposes? Alors pour l'instant, les parents financent une partie des stages de leur enfant. Évidemment qu'ils ne financent pas 100% du coût, parce que le coût d'un stage est assez élevé, puisqu'il faut faire venir une éducatrice de l'étranger, il faut la loger, il faut payer ses dépenses sur place, ensuite il faut la payer, puisqu'il faut payer ses honoraires, il y a beaucoup de matériel à acheter. Donc nous fonctionnons donc pour l'instant uniquement sur la générosité des particuliers, et beaucoup d'entreprises locales nous soutiennent. D'accord. Et peut-être que vous avez des sponsors pour vous aider ou... Effectivement, on a quelques entreprises qui nous donnent de l'argent de façon récurrente. On ne peut pas vraiment parler de sponsors. D'accord. Et puis nous sommes en attente, donc nous sommes en demande de financement public auprès de notre agence régionale de santé. Très bien. De Bourgogne-Franche-Comté, avec laquelle nous travaillons depuis 2 ans. En partenariat notamment avec la Croix-Rouge, qui m'aide aussi dans le projet. Nous avons monté le budget ensemble, etc. Et nous travaillons aussi étroitement avec l'éducation nationale, puisque le but, c'est que ces enfants puissent aussi avoir, alors évidemment adapté, mais puissent suivre un programme scolaire avec des objectifs. Alors, pas classique, parce que c'est pas des enfants qui pourront avoir des objectifs adaptés à leurs besoins. Adaptés à leurs besoins et surtout à leurs capacités. Ou peut-être même une scolarité peut-être plus courte. C'est ça. Mais adaptée à leurs besoins. J'aimerais revenir sur cette méthode, si tu pourrais nous expliquer plus en détail exactement ce que la méthode, ce que comprend la méthode. La méthode conductive, la pédagogie conductive, c'est une méthode globale. C'est-à-dire que c'est une méthode dans laquelle sont travaillées plusieurs notions. On va travailler la notion d'orthophonie, de psychomotricité, d'ergothérapie, de kinésithérapie, mais toutes ces sous-spécialités médicales sont englobées dans un programme qui est défini avec les conductrices et puis évidemment en accord avec les parents et les objectifs des parents tout au long de la journée. Donc l'enfant n'a pas l'impression, parce que tout est fait sous forme de jeu. Beaucoup de comptines, on chante beaucoup quand on travaille avec les enfants. Et les enfants, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant en situation de handicap, il a un emploi du temps de ministre. Parce qu'il a 2 à 3 séances de kiné par semaine. Donc nous, les mamans, on l'emmène faire de l'ergothérapie, on l'emmène faire de la psychomotricité à un tel endroit. Et en fait, notre enfant, on passe notre temps à l'emmener à droite à gauche chez les professionnels de santé. Au niveau facteur fatigabilité pour l'enfant et pour les parents aussi, c'est très pénible. Parce que l'enfant, il ne travaille pas avec la même personne, il travaille à chaque fois sur des lieux différents, donc l'enfant perd ses repères. Parfois, l'enfant, comme tout le monde, a le droit d'être moins disponible un jour plus qu'un autre. Et au bout de 10 minutes, 15 minutes, se mettre dans sa séance de kiné, 5 minutes, c'est fini. Voilà, donc en fait, cette méthode, elle reprend toutes ces disciplines, toutes ces sous-spécialités médicales, tout au long de la journée. C'est un programme qui est fluide. Et le but de ce programme, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Parce que c'est ça qu'on veut finalement pour nos enfants. C'est qu'ils soient autonomes dans leurs déplacements, qu'ils soient capables de communiquer. Alors j'entends par communiquer, souvent on pense communiquer c'est la parole. Non, il existe des centaines de façons de communiquer. Le langage du corps, le regard, le cri, les gestes. Voilà, donc ça on appelle ça la communication alternative, la CA, donc qu'on travaille aussi beaucoup en stage. Et l'apprentissage donc de l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire se déplacer, aller aux toilettes, nous faire part, j'ai mal, je suis fatiguée, je suis très heureuse. Ça peut paraître tout bête, mais nos enfants n'arrivent pas à nous l'exprimer. Donc à nous de leur donner les outils pour pouvoir s'exprimer, apprendre à manger seule. Voilà, ma fille par exemple depuis 1 an a appris à tenir sa cuillère et à manger son yaourt toute seule. Elle marche. Très beau progrès. Or qu'on nous avait dit qu'elle ne marcherait jamais. Voilà, c'est des petites choses et c'est un travail tout au long de la journée qui est amené par le jeu. Et donc l'enfant n'a pas l'impression de travailler comme quand on peut l'emmener à une séance de kiné par exemple. Oui. Donc, résultat,
prise en charge globale de l'enfant et apprentissage de l'autonomie dans les tâches de la vie quotidienne. Et la philosophie de la méthode que j'aime beaucoup, et à chaque fois que j'en parle, je la cite, c'est de dire, ne dites pas à l'enfant ce qu'il ne peut pas faire, mais montrez-lui comment le faire. Voir le côté positif, en voilà, fait. Rien n'est impossible. Un enfant en situation de handicap, on l'enferme un petit peu dans une case, dans un moule, en disant « Ah, de toute façon, cet enfant, il est handicapé, il ne marchera jamais, ça ne sert à rien qu'on le stimule. » C'est faux. Les enfants, il faut les stimuler. Je parle ça en est la preuve de ma fille et j'ai d'autres petits enfants avec lesquels on travaille à l'école, puisqu'on travaille avec plus de 30 familles qui ont fait des progrès, mais de façon spectaculaire. Et très rapide. Et les parents souvent me disent, mais quand je vois les progrès de mon enfant en 15 jours de stage, je n'ose même pas imaginer ce que cela pourrait donner sur une année scolaire classique. Exactement. Et pourquoi, peut-être que tu ne sais pas la réponse, il n'y a pas cette méthode pour devenir, par exemple, je ne sais pas, professeur, instructeur, pour pouvoir donner, pour pouvoir créer une école, en fait. L'école de la méthode, en fait. Pourquoi il n'y en a pas en France? Alors, parce que simplement, ce n'est pas reconnu pour l'instant par l'État. C'est aussi un de mes challenges. De faire reconnaître la méthode par la haute autorité de santé. Voilà, c'est la haute autorité de santé qui doit se positionner par rapport à cette méthode. Mais c'est reconnu dans nos pays voisins, c'est-à-dire en Espagne, nous sommes à Barcelone. Alors en Espagne, je ne suis pas sûre. Je pense que ça fait partie, c'est un des pays d'Europe, je ne pense pas. En Espagne, mais c'est une méthode qui est pratiquée donc en Hongrie, en Belgique, en Hongrie, en Angleterre, et qui fait même partie de la loi en Norvège. D'accord. Voilà. Oui. Donc ce serait possible. En fait. Oui, tout à fait. Mais je pense que la France est un pays malheureusement qui a peur souvent de la nouveauté. Alors c'est l'école que nous sommes en train donc, de créer à Dijon. Il existe quand même une dizaine de centres en France. Ce sont des centres qui ont tous été créés par des parents, voilà, comme nous, qui n'avaient pas de solution pour leurs enfants. Et parmi ces dizaines de centres, 3 sont subventionnés par leurs agences régionales de santé respectives. C'est pour ça que je suis très confiante par rapport à l'issue de ma demande de financement par rapport à l'ARS en France. Je pense qu'on finira par être financé, oui. mais c'est une bataille. Ça fait 2-3 ans que je suis derrière ce dossier. En général, ça prend du temps. En général, ça prend du temps. Et tous ces centres en France, on se connaît tous entre nous. On a une fédération qui est la FEPEC. Et notre but aussi, au-delà de faire fleurir des centres un petit peu partout en France et de gérer nos centres dans nos villes respectives, notre but aussi, c'est de pouvoir faire reconnaître cette méthode conductive auprès de la Haute Autorité de Santé. Je rebondis sur le fait qu'à Dijon, lorsque, je pense que ce sera le cas de façon assez imminente, nous aurons des financements de la part de l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de santé nous a demandé à ce qu'on soit suivi par un comité scientifique, un comité de recherche pendant 3 ans, qui va nous suivre et qui va évaluer les progrès des enfants. Et c'est un rapport qui donc va sortir après ces 3 années et que nous transmettrons à la haute autorité de santé pour qu'elle puisse enfin arrêter de fermer les yeux sur cette méthode qui fonctionne et dont on a besoin. Tout à fait. Qu'il y a possibilité qu'on voit des résultats positifs, que ça aide les enfants. Donc, merci Géraldine de partager cette expérience avec nous. Avec plaisir. Qu'aimerais-tu que l'audience aujourd'hui retienne de ce challenge, de ce challenge que tu es en train de... Que rien n'est impossible dans la vie. Je pense qu'il faut vraiment, quand on a un projet tel que celui-ci, ne jamais abandonner, ne pas se précipiter, step by step. Voilà, y aller doucement mais sûrement. Chaque chose en son temps. Ce projet-là, je ne l'ai pas fait en 6 mois. Avant le premier stage, j'avais déjà bien travaillé 1 an dessus. Petit à petit, je suis allée parler avec des interlocuteurs, je suis allée présenter mon projet.
arriver à l'agence régionale de santé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans avoir avant des locaux, sans avoir des soutiens, sans avoir quelques entreprises qui me soutenaient des mécénats, sans avoir les familles, parce qu'au début je me suis dit, voilà, est-ce que finalement les familles vont me faire confiance? Parce que c'est ça aussi qui est une très belle reconnaissance pour moi. C'est j'ai des parents qui me font confiance. Et ça, qui comptent sur toi. Qui comptent sur moi. Et ça, c'était un peu dur au début de me dire, mais en fait, est-ce que les parents vont pas penser, mais c'est qui cette maman là qui arrive avec une méthode qu'on ne connaît pas, etc. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles. Il y a des moments où j'ai douté. Il y a des moments où ma fille ne voulait pas travailler. Et où je me disais, en fait, peut-être que je perds mon temps, peut-être que finalement je ferais mieux de la mettre dans un institut puis de recommencer ma vie professionnelle. Ne jamais douter, rien n'est impossible, toujours croire en son projet et être positif. Moi j'ai une devise dans la vie, c'est toujours ce que je dis à mes enfants, le positif amène le positif. Voilà, c'est en restant positif qu'on attire les belles choses. En restant positif, bien sûr, toujours, voilà. Toujours. De voir le verre à moitié plein. À moitié plein. Toujours. Toujours. Donc croire en ses projets et ne jamais abandonner, parce que quand on est motivé et que le projet il est bon et surtout qu'il vient du cœur, on arrive à tout. Et c'est d'avoir conscience qu'il y aura toujours des moments difficiles. Tout à fait. Il y aura toujours des moments où il faut être patient. Et on parle aussi de fonds financiers économiques. Il y aura beaucoup de non, oui. De portes fermées. Donc d'avoir cette résistance, cette résilience qu'il faut avoir, et on ne peut pas l'avoir si on n'est pas positif. Tout à fait. Et bien sûr, la motivation, c'est les enfants, et c'est très important. Tout à fait. Et des portes fermées, j'en ai eu beaucoup au début. J'ai eu beaucoup de non. Et comme j'ai un caractère plutôt tenace, que je n'abandonne jamais, donc j'ai continué à y croire. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que je peux dire qu'après 3-4 ans de travail, le vent a vraiment tourné. C'est-à-dire qu'il y avait une époque où c'était, voilà, je courais après tout, j'allais présenter mon projet, je m'imposais un petit peu à droite à gauche pour aller parler lors de réunions, etc. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est les gens qui viennent à moi. On m'appelle, ah Géraldine, est-ce que tu peux venir nous faire une conférence parce qu'on voudrait mettre en lumière ton projet. Super. Là, on m'a proposé un congrès à Paris au mois d'octobre. Voilà, maintenant, voilà, on vient à moi. Et ça, c'est une très belle forme de récompense, même si le but ultime de mon projet n'est pas encore atteint, puisque le but est d'ouvrir vraiment une école. Au moins, je me dis, ça, c'est une très belle récompense. Au moins, on en parle. Voilà, on en parle, on vient à moi, j'ai suffisamment fait de bruit pour qu'on parle de moi, on me connaît, les gens sait ce que je fais, les gens sont curieux. Les gens veulent aider. Voilà, exactement. Et en parlant de ça, les gens veulent aider. Comment, aujourd'hui, l'audience peuvent t'aider, peuvent te découvrir? Y a-t-il un website? Y a-t-il un compte Instagram? Alors, nous avons effectivement un site internet sur lequel je raconte un petit peu l'histoire de Chloé, voilà, comment on a appris sa maladie, etc. Et comment on en est arrivé là, à ce projet d'école conductive. Nous mettrons le lien en dessous. Voilà, mais de façon plus actualisée, on a évidemment une page Facebook et une page Instagram sur lesquelles je publie à chaque stage des photos, des enfants, des progrès. Chaque stage est sous pour chaque stage, on établit un thème. Alors, par exemple, le stage qui va se dérouler au mois de décembre, le thème c'est l'hiver. Là, le stage du mois de juillet, c'était les fruits de l'été. Et il y a toujours des thèmes qui sont assez sympas. Et en fait, toutes les activités pendant ces 15 jours de stage vont tourner autour de ce thème-là. Donc, notre page Facebook qui est régulièrement actualisée, Un avenir pour Chloé, et également page Instagram, Un avenir pour Chloé, où nous divulguons régulièrement à chaque stage le thème du stage, les enfants, les progrès des enfants. Ce sont généralement des belles photos. Donc si vous voulez nous accompagner sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir. Comme vous l'avez compris, pour l'instant, nous ne sommes pas financés par notre agence régionale de santé. Voilà, nous ne fonctionnons que grâce à la générosité des particuliers. Donc, nous sommes une association reconnue d'intérêt général, donc qui peut donner droit à des crédits d'impôt. Il n'y a pas de petits dons. Nous avons besoin pour chaque stage de racheter
la pâte à modeler, des crayons. Alors Bien oui, sûr. du matériel aussi un petit peu plus conséquent, hein, parce que la méthode Peto utilise du matériel Peto. Hein, donc c'est du matériel assez particulier que vous pourrez voir si vous consultez notre page Facebook ou Instagram. Et donc on est toujours en besoin évidemment de fonds. Donc si vous voulez nous aider, nous acceptons aussi l'aide. Alors l'aide n'est pas forcément que financière. Moi je dis souvent aux gens, mais vous pouvez nous aider humainement, parce qu'en fait à chaque stage, les enfants ont besoin d'être accompagnés, Bien sûr. hein, d'un adulte qui va l'aider à réaliser les tâches qu'on lui demande tout au long de la journée. Et souvent on a bien du mal à trouver des bénévoles. Voilà, c'est quelque chose malheureusement qui fait plus trop partie des... Et pourquoi crois-tu qu'il est difficile de trouver des bénévoles? Parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas que ça existe, ou parce que... Parce qu'on vit dans une société où on court, où tout le monde court. On ne crée pas le temps pour... Et on ne crée pas le temps. Alors j'en ai des bénévoles que j'en profite pour remercier, qui sont absolument fantastiques, mais malheureusement c'est toujours les mêmes personnes. Voilà. Oui. Avec un peu de chance, l'idée de cette podcast, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir partager, de pouvoir faire en sorte que les gens en sachent plus sur ces conditions et de réaliser que on peut tous aider en faisant quelque chose. Tout à fait. Pour changer la vie d'un enfant, voire de 30 enfants. Tout à fait. Très bien. Quel message aimerais-tu donner pour terminer aux parents qui sont peut-être dans la même situation que toi avec Chloé? Alors moi je voudrais dire aux parents de toujours croire en leur enfant. Votre enfant est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce que on a pu vous dire, beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez imaginer. Et je voudrais terminer par une phrase assez forte, une fois que m'a dit une maman qui m'a appelée et qui m'a dit: Géraldine, ma vie est foutue. Et c'est quelque chose qui m'a touchée et qui m'a vraiment... Et en fait, je lui dis: non, ta vie n'est pas foutue, ta vie va juste être différente de ce que tu avais imaginé. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle sera moins belle? Je donne un exemple, ma fille qui marche maintenant, mais qui a marché à l'âge de 7 ans. Est-ce que vous pensez que j'ai pu être moins heureuse de célébrer ses premiers pas à 7 ans qu'à 1 an? Non, c'est juste que voilà, les choses se passent à des âges différents, les petites victoires du quotidien sont différentes, la vie, elle est belle avec nos enfants. Et en plus, ça fait de nous des personnes meilleures. Ce projet que je suis en train de faire aujourd'hui, de créer une école, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas eu ma fille. Donc je sais que grâce à Chloé, je suis une personne meilleure, je suis devenue une personne meilleure. Et la vie est belle. Voilà. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de choses à nous donner, beaucoup de messages à nous passer, et notre vie est loin d'être foutue. Au contraire, elle est encore plus riche grâce à nos enfants. C'est très beau ce que tu viens de dire, ce que tu viens de partager, et j'ai aucun doute que ce projet va fleurir, va aller dans la bonne direction, et très vite. Et bien sûr, encore une fois, tu es un très bel exemple. J'allais dire une très belle influenceuse. C'est vrai que dans le jour d'aujourd'hui, on parle d'influenceuse, on imagine quelqu'un sur TikTok ou sur Instagram, mais tu inspires. Et c'est pour ça que tu as toutes ces familles qui sont là derrière toi, qui attendent beaucoup de toi, mais aussi qui sont là pour t'aider et pour aller de l'avant. Donc bravo, merci. Continue. J'espère que cette petite podcast pourra t'aider à aller de l'avant. J'espère que ta pratique de méditation va pouvoir aussi t'aider à aller de l'avant. Continuer à m'aider, sans aucun doute. Aucun doute. Et pour terminer, un dernier mot que tu aimerais partager avec nous. Juste un mot pour terminer cette podcast. Espoir. J'adore. Merci beaucoup Géraldine. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. À Badalona, Barcelone, Espagne. Merci à vous, merci à tous. Alors je voudrais rajouter un grand merci à Dioulde lors de mon passage à Barcelone, qui m'a permis de faire une séance de méditation et de Reiki dans ses locaux à Badalona.
que je recommande vivement à tous les Barcelonais. Ah bah là c'est très bien, non? Ça me paraît bien. On est bien placé. Confortable? Ouais. Bonjour Géraldine. Bonjour Diolde. Enchantée, bienvenue à Reiki Badalona. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour ton énergie et ta participation pour cette session de méditation qu'on a Avec plaisir. ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui te porte à cœur. Et